Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir retenu ma présentation. Donc, comme vous l'avez dit, je viens de Brest au début du monde, ce qui explique que je viens d'arriver en train un petit peu au dernier moment et que j'avais gentiment demandé aux organisateurs d'échanger les présentations, mais arrivé dans les temps. Donc, je m'appelle Gaëtan Pitan-Germès, je suis médecin à l'unité de soins palliatifs à Brest et j'ai suivi l'année dernière le Master 2 recherche fin de vie et médecine palliative. Je vous présente ici le travail qui est issu de cette année et qui s'intitule « Obstacles à la mise en œuvre des pratiques sédatives continues en phase palliative terminale à domicile », revue réaliste de littérature, et c'est un travail qui a été encadré par le docteur Frasca à Bordeaux. Dans cette présentation, donc, je vous donnerai quelques mots du contexte de ce travail, les objectifs qu'on s'était donnés. Je prendrai un temps important pour expliquer la méthodologie qui est particulière et innovante en santé. Je vous présenterai les résultats principaux de ce travail avec les conclusions qu'on en a tirées. Donc, je ne vous fais pas l'offense de vous expliquer ce que sont les soins palliatifs, mais ici, on a choisi de se centrer sur la phase terminale où les signes cliniques du corps annoncent la fin de vie. Et c'est dans ces situations que peuvent apparaître des souffrances réfractaires, c'est-à-dire des souffrances qu'on ne parvient pas à soulager avec les traitements usuels sans toucher la vigilance du patient. Et on entre dans le cadre des pratiques sédatives. Ici, on a choisi les pratiques sédatives profondes et continues, donc qu'elles soient proportionnées aux symptômes ou qu'elles soient maintenues d'emblée profondes à la demande du patient. Et on a choisi de recentrer les taux à nouveau sur le domicile, parce que ce n'était pas assez complexe de s'intéresser aux pratiques de sédation profonde. Et on a choisi domicile en tant que logement propre, maison de retraite, EHPAD, et les foyers handicap. Tout ça, c'est parti du constat donc, de la loi de 2016 qui donne un nouveau droit aux patients et dans lequel il a le choix du lieu de réalisation de ce soin. Et dans l'étude de prévalence qui avait été conduite donc, par Mathieu Frasca à Bordeaux, dans les études de prévalence des patients en soins palliatifs suivis par une équipe spécialiste, on avait à peu près 8% de pratiques sédatives chez 8% des patients en unité de soins palliatifs, environ 3% sur les lits identifiés de soins palliatifs et 1,5% dans les services de l'hôpital. Et sur le champ du domicile, avec des patients suivis par une équipe mobile ou un service d'hospitalisation à domicile, on tombait à 0,7% des patients qui, à un moment de leur prise en charge, bénéficiaient de ce type de pratique. Donc on s'est posé la question de savoir si ça ne reflétait pas une difficulté d'accès à ce moyen de soulagement des symptômes inconfortables en fin de vie. Quand on a étudié la littérature, on a retrouvé une faisabilité technique et organisationnelle qui était démontrée avec des études vraiment robustes sur ce type de prise en charge dans le champ du domicile, avec des obstacles qui étaient identifiés par toutes ces études, notamment certaines études qui présentaient des critères d'exclusion qui semblaient difficiles à comprendre et en fait qui reflétaient les obstacles qu'on pouvait rencontrer dans le champ du domicile. Et donc, il y a des recherches exploratoires qui ont été conduites pour essayer de comprendre mieux ces obstacles. Et c'était des études qui étaient exploratoires, comme je disais, et qui étaient fortement liées au contexte dans lequel elles étaient réalisées. C'est-à-dire que rechercher les obstacles dans une EHPAD, ça ne répond pas à tout le champ du domicile. Donc, la lacune de littérature qu'on a identifiée et auquel on a essayé de répondre, c'était de retrouver de façon systématique dans la littérature l'ensemble de ces obstacles et de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnaient et comment est-ce qu'ils interagissaient les uns avec les autres. Donc pour cela, on a choisi la revue réaliste de littérature afin de comprendre, d'identifier les facteurs et de comprendre leurs mécanismes, c'est-à-dire la façon qu'ils ont d'inhiber la mise en place de ce type de pratique, avec l'objectif de pouvoir les recenser tous et de les agencer les uns avec les autres pour créer un modèle théorique de cette intervention, donc de mise en place de sédation, pour pouvoir anticiper les difficultés au moment de la réalisation en clinique, mais aussi dans les programmes de recherche et de formation, on y reviendra. Donc, cette méthodologie, elle est issue des sciences sociales pour évaluer les programmes politiques et en recherchant dans la littérature pourquoi est-ce que dans certains cas ça marche et dans le même cas ailleurs ça ne marche pas.
Et donc, on va chercher à comprendre comment ces obstacles ils influent l'intervention qu'on étudie. Ça commence par identifier les différents obstacles potentiels dans une revue narrative. Ici, on a choisi de la structurer avec des grilles de lecture basées sur des grilles d'évaluation de la complexité en soins palliatifs. Et cette revue narrative, elle a abouti donc, à commencer à modéliser une théorie initiale qui est hypothétique et qu'on va soumettre dans un deuxième temps au systématisme de la revue de littérature. On a ensuite extrait l'ensemble des articles dans la littérature existante, donc sur 4 grandes bases de données, et on a cherché les articles qui pouvaient nous aider à répondre à notre question, c'est-à-dire à comprendre comment est-ce que ces obstacles ils rendaient difficile la mise en place d'une sédation à domicile. On a confronté la théorie initiale qu'on avait constituée et les processus d'obstacles qu'on avait imaginés, et on les a soumis à cette littérature. La spécificité de cette méthodologie, c'est qu'on a la possibilité de faire évoluer les processus et la théorie qu'on soumet à la littérature en fonction des éléments qu'on retrouve dans les articles et dans les études. Et on fait ce travail-là de confrontation à la littérature jusqu'à ce qu'on aboutisse à des modèles robustes qui soutiennent la confrontation. Et donc, on a une théorie de moyenne portée constituée des différents obstacles qui ont été identifiés et qui répondent bien à la littérature. La forme que prennent ces obstacles dans une revue réaliste, c'est celle d'un pattern contexte mécanisme outcome, donc un CMO. Dans ce modèle, le contexte, c'est un des obstacles, le facteur d'influence qui va interagir avec l'intervention qu'on essaye de mettre en place, ici les sédations profondes et continues. Et on va avoir des outcomes, donc le résultat de la mise en place ou non, ou des difficultés ou non. Et à partir de cette corrélation, on va chercher à en déduire et à comprendre comment est-ce que les acteurs impliqués, donc ici le patient, la famille, les soignants spécialistes et non spécialistes, vont interagir face à ce contexte particulier, donc ce facteur d'influence. Si je prends l'exemple, par exemple, du manque de formation, le résultat, c'est qu'on va voir qu'il y a des moments où le médecin n'est pas formé, et il va quand même mettre en place une sédation, mais peut-être avec des difficultés supplémentaires. Et dans d'autres cas, il va s'abstenir. Et on va essayer de déduire comment est-ce que le médecin non formé a réagi. Alors, nous, on avait supposé que c'était un manque de confiance en soi et un doute sur les indications qui pouvaient l'empêcher de se lancer, mais qu'il pouvait y avoir aussi d'autres cas où, ne sachant pas trop quoi faire, il ne faisait pas bien, ce qui fait qu'on avait soit des sédations qui se passaient mal et qui conduisaient à des échecs et à des transferts. Donc, comme je vous disais, on a structuré notre analyse au départ de la revue narrative et on a construit notre théorie initiale à partir des grilles d'évaluation de la complexité en soins palliatifs. Et donc, on a retenu la grille EXCOM, qui est une grille espagnole qui est plutôt utilisée en pratique clinique pour l'analyse synthétique des situations palliatives et qui est constituée de 6 items. Et donc, on a tiré un CMO, dont je vous parlais tout de suite, pour la partie clinique, une partie psycho-émotionnelle, la partie sociale et familiale, une partie spirituelle existentielle et une partie éthique. Donc, un CMO pour chacun de ces items. Le 6e item de la grille EXCOM, il ne collait pas avec l'organisation du domicile de notre point de vue, puisque c'était un item qui était relatif à la gestion du décès et à la partie organisationnelle. Et donc, on a choisi de subdiviser cet item organisationnel en 3 items à partir de la grille de complexité CAPA, qui est une grille canadienne, et qui est un petit peu plus précise et un petit peu plus fine dans l'analyse des difficultés organisationnelles. Et ça nous paraissait bien correspondre au champ du domicile. Et là aussi, comme ce n'était pas assez complexe, on a rajouté un 9e CMO, qui est celui de la non-linéarité, donc qui est développé par l'EAPC, et qui était ici utilisé pour représenter la difficulté de prévoir l'évolution et le côté imprévisible des prises en charge en soins palliatifs. Donc, on a regroupé l'ensemble des obstacles retrouvés dans la revue narrative initiale et on en a constitué des phrases qui correspondaient à un CMO dans chacun de ces 9 items et on les a soumis à la littérature.
Donc pour la partie revue systématique, donc on a extrait de 4 grandes bases de données l'ensemble des articles qu'on a fait passer face à nos critères d'exclusion. Dans ce travail d'extraction, on a retenu le seul critère d'inclusion qui était celui de nous aider à comprendre les obstacles, notamment par rapport à la réaction des acteurs. Et on a appliqué les critères d'exclusion des articles qui devaient être en français ou en anglais, des items, des articles qui étaient dans notre champ de recherche, qui nous aidaient à comprendre, et qui n'étaient pas pédiatriques. On est resté ici dans le champ de la médecine adulte. On a abouti à 38 articles inclus dans la revue, et ce corpus d'articles, donc c'est un nombre assez important. On avait des méthodologies variées, puisqu'on avait des revues de littérature, des scopings et des revues systématiques. On avait beaucoup d'articles qualitatifs, évidemment. Quelques articles quantitatifs, des case reports, donc des études de cas. On avait plutôt une bonne qualité méthodologique dans les articles inclus dans cette revue, et elles étaient principalement de France, de Belgique, des Pays-Bas et pas mal d'Angleterre. Et on peut noter quand même l'absence d'articles américains qu'aux États-Unis, quelques articles canadiens, mais assez peu, et aucun article asiatique. L'intérêt principal, c'est qu'on a, en confrontant les CMO qu'on avait construits, on n'en a pas trouvé de nouveaux qu'on avait oubliés. Le second, c'est qu'on n'a pas eu à retirer certains qu'on avait proposés, puisqu'on les a tous retrouvés dans notre corpus d'articles. Au niveau des résultats principaux de ce travail, donc on a regroupé les obstacles rencontrés en 5 grands domaines de facteurs. Le premier, c'était l'expertise clinique et la capacité de discernement, donc qu'on voit ici. Et on voit ici l'importance, non pas de la formation, mais vraiment de l'apprentissage, qui va un petit peu plus loin que la formation, avec notamment une partie expérientielle, pour que le soignant non spécialiste se sente légitime à initier ce type de traitement et à l'aise pour accompagner la famille et les collègues. Le deuxième domaine de facteurs, c'était le vécu émotionnel et existentiel des articles. Donc ici, on avait notre CMO psycho-émotionnel, avec vraiment l'importance de distinguer des pratiques de sédation des pratiques euthanasiques, puisque dans un cas comme dans l'autre, il y a la notion de hâter la mort, qui, lorsqu'elle est poursuivie par le soignant, amène à des mauvaises prises en charge, et quand elle est crainte, peut également amener à des mauvaises prises en charge et à des retards cliniques avec des patients qui souffrent. Et on avait également le CMO spirituel existentiel, donc qui était là en lien avec la perte de sens qui est liée à la perte de relation du patient qui est devenu inconscient par les pratiques de sédation. Perte de sens qui doit être anticipée et accompagnée, notamment par des équipes spécialistes. Dans le troisième domaine, donc c'était l'ancrage éthique et la qualité du processus décisionnel, où ici on a retrouvé le rôle fondamental de la procédure collégiale, non pas pour vérifier d'éventuels critères, mais bien plutôt pour avoir un rôle de dépistage dans les dilemmes éthiques et pouvoir échanger entre soignants afin que chacun soit à l'aise avec la décision qui a été prise. Dans le quatrième domaine, c'était celui des mobilisations et de la cohésion des ressources, notamment humaines. On avait l'absolue nécessité d'avoir un aidant à domicile pour surveiller le malade, excusez-moi. Auquel cas, il y a un risque vraiment de sentiment d'insécurité pour le patient qui est tout seul en sédation à domicile. Ça paraît aller de soi, mais ça va mieux en le disant. Et une partie de coordination qui était celle des actions coordonnées des différents soignants, spécialistes et non spécialistes, avec un discours qui soit cohérent, ce qui était fortement corrélé à la procédure collégiale dont on a parlé sur le domaine précédent. Et le dernier, c'était la sécurisation et l'adaptabilité des conditions de mise en œuvre, où ici il y avait 3 CMO impliqués. Le premier qui était celui des lignes directrices, avec la nécessité d'avoir un protocole et des recommandations qui soient adaptées et spécifiques au domicile. Quand on cherche à implémenter des recommandations ou des protocoles hospitaliers, en fait, on renforce l'impression de complexité qui est déjà le cas et qui est déjà présente avec ces pratiques de sédation. Et donc, ça va faire fuir les soignants non spécialistes qui ne se sentent pas légitimes et pas capables et qui vont envoyer les patients vers l'hôpital, et ce n'est parfois pas ce qui est choisi par le malade. Le CMO sur les moyens, donc c'était évidemment, il faut du matériel et des molécules pour faire une sédation, ça semble aller de soi, mais l'avis spécialiste est également un élément majeur qui est remonté dans les études.
pour là aussi renforcer le sentiment de sécurité et le pouvoir avoir un appel à quelqu'un de compétent qui puisse répondre à nos questions. Et enfin, le dernier, donc c'était celui de non-linéarité. Vraiment, on met en avant l'absolue nécessité d'avoir une disponibilité des soignants qui soit adaptée à la situation. C'est-à-dire, potentiellement, au tout début, on va avoir vraiment besoin de temps soignant avec de la présence pour faire l'analyse de la situation, le processus décisionnel. Et une fois le processus mis en place, peut-être que ce temps, il est un petit peu moins nécessaire, mais en tout cas, il faut pouvoir s'adapter. Quand le médecin a 15 minutes pour faire l'évaluation, la procédure collégiale, et après la réévaluation, et probablement que pour tout le monde, on a l'impression de ne pas avoir été au bout des choses, et ça rassure personne. Donc voilà, ces 5 domaines de facteurs que je vous ai brossés rapidement, ils sont évidemment très interdépendants les uns avec les autres, et ils constituent donc, ce que je vous disais, notre théorie de moyenne portée. Donc ils modélisent notre intervention, et il permet d'appréhender et d'anticiper les difficultés qui vont être rencontrées. Donc ce travail, il répond à un angle mort de la recherche, comme j'ai pu vous le dire précédemment. On a suivi une méthodologie assez rigoureuse, notamment par ce côté de structuration intégrative des grilles de complexité au niveau de la revue narrative initiale, la force de la revue systématique, puisqu'on n'a pas choisi les articles qu'on a inclus, et une analyse critique qui a été faite à 2 chercheurs. Dans les limites, on n'a pas fait de contrôle de l'inclusion, on a inclus, j'étais le seul à inclure, et on est tributaire des articles existants. Comme je vous disais, il manquait des continents représentés, et il y avait de la littérature assez pauvre, notamment sur le rôle des soutiens familiaux, ce qui paraît un peu étonnant, mais on s'est beaucoup concentré sur les EHPAD dans les études, ce qui explique une partie de ce résultat. Et donc cette théorie, elle est valable aujourd'hui, mais elle pourra être amenée à changer s'il y a des nouvelles données qui apparaissent. Et tout ce travail, on espère en tout cas qu'il puisse servir à guider la clinique, peut-être pour déjà éclairer les soignants, notamment spécialistes dans l'accompagnement de ces types de pratiques dans le champ du domicile, peut-être de pouvoir guider aussi des rédactions de guides d'entretien, peut-être des plaquettes informatives, etc. Il doit aussi pouvoir guider la formation. On a vu ici l'absolue nécessité de la procédure collégiale qui soit un dépistage des dilemmes éthiques. Ça, moi, je crois que ça s'apprend. Et il ne suffit pas d'avoir appris la titration au midazolam pour être capable de mettre en place une sédation à domicile. Et vraiment, dans cette formation-là, il y a une acculturation interprofessionnelle qui est primordiale pour que chacun connaisse son rôle et puisse avancer. Et enfin, guider la recherche, ça va permettre de créer des programmes de mise à disposition de ces pratiques dans le champ du domicile en anticipant déjà les obstacles qui vont être rencontrés pour pouvoir les prévoir dès la construction de ce programme de recherche. Et tout ça en faveur de l'accessibilité de ce type de pratique pour les patients qui le souhaitent et qui en ont besoin dans le champ du domicile. Et je vous laisse avec le produit fini illisible, mais que vous retrouverez, je l'espère, dans des plaquettes plus pratiques. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Dans les temps ? Oui, c'est parfait. À peu près. C'est parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions tout de suite, moi j'en ai une sur votre méthodologie parce que je ne suis pas du tout familière de cette méthodologie CMO. Est-ce que vous pouvez juste préciser comment est-ce que vous travaillez concrètement ? Est-ce que vous avez des logiciels pour appuyer la recherche de ces contextes, mécanismes, outcomes ? Est-ce que c'est quelque chose que vous formulez à la main ? Je n'ai pas très bien compris comment vous faisiez en pratique pour arriver à Effectivement, on a recensé les obstacles qu'on retrouvait dans chacun des items qu'on supposait être nécessaires, parce qu'en fait, le travail initial, on a recensé tous les obstacles qui étaient décrits, et on avait du mal à les agencer les uns avec les autres, parce que, ça, comme on disait, ça s'intercroise. Il y a pas mal de regroupements, et donc on les a rangés dans nos grilles de complexité, et on a essayé d'en faire les phrases les plus cohérentes possibles et les plus larges possibles pour qu'ils soient tous inclus, et qu'en même temps, ce ne soit pas des phrases à rallonge et d'avoir quelque chose de cohérent. Donc non, ça se fait à la main. À la main et avec le groupe de recherche. Et c'est justement ça la beauté, mais ça c'est mon côté chercheur, mais la beauté de ce type de recherche, c'est qu'en fait on part de quelque chose de très subjectif en construisant des propositions,
Et quand on les soumet à la littérature, on voit qu'elles marchent parfois, elles marchent moins. Et donc, on va avoir ce travail un peu minutieux à la main, d'aller modeler nos phrases jusqu'à ce qu'en fait, on finisse par tomber sur des articles qui traitent d'un des obstacles, enfin, une des phrases qu'on soumet, et que ça marche nickel, quoi. Et donc, on voit évoluer ça. Et donc, c'est vraiment ces confrontations régulières aux données de la littérature qui affinent cette phrase-là. Et donc, on a eu ce travail collectif à la main, effectivement, d'aller construire ces phrases. Merci Gaëtan. J'ai une question. Donc moi, je suis Sarah Carvalho, je suis philosophe. J'ai une question concernant la prévalence au départ de ce que tu as dit, oui. 0,7 à domicile et puis 8 en unité de soins palliatifs. Mais en fait, comment sont établis ces chiffres? Parce qu'en France, est-ce que c'est de l'autodéclaration ou comment est-ce qu'on a fait pour avoir ces chiffres-là? Donc visiblement, c'est Belgique, Pays-Bas, Canada. Alors là, les chiffres de prévalence, c'était en France. C'était le travail de Mathieu Frasca, donc, qui avait été publié en 2023, début 2023. Il y avait vraiment beaucoup de structures et beaucoup de patients suivis. Je crois qu'il y avait presque 20 000 malades. Et donc, c'était sur du déclaratif avec les équipes mobiles, les unités, les LISP, les services d'HAD, équipes mobiles, etc. C'est ça. Et donc, maintenant qu'il va y avoir une nomenclature, est-ce qu'on prévoit de réitérer? Non. Pour répondre, Adrien Evin, pour répondre à ta question, la nomenclature, c'est une nomenclature PMSI qui est une nomenclature de cotation et qui rapporte rien aux structures hospitalières. Donc ça va être sous-déclaré et probablement mal déclaré et ça ne couvrira pas forcément le domicile puisque un médecin généraliste ayant accès au midazolam peut faire une pratique sédative et notamment une sédation profonde et continue sans avoir de déclaration PMSI à faire. Donc ça ne sert à rien par avoir l'impression que le ministère pourra avoir des éléments de déclaration. Mais effectivement, la question de la véracité de ces chiffres, alors ils sont sur du déclaratif. Il y a quelques points qu'on peut pointer, c'est qu'ils se sont intéressés uniquement aux patients suivis par une équipe spécialisée. Donc, toutes les sédations qui ont lieu en MCO, par exemple, dans les services de court séjour, et qui ne sont pas accompagnés par des équipes mobiles, ce n'est pas les bonnes pratiques, mais ça existe. En tout cas, ça n'a pas été étudié dans ce cas-là. Et dans le même cas, le domicile sans les équipes mobiles et sans les HAD, ça n'a pas été étudié non plus. Donc voilà, il y avait ce petit biais-là. Et le second, en fait, c'est la reconnaissance des pratiques. C'est mon premier CMO dont je vous ai parlé. C'est qu'en fait, quand on est non spécialiste et qu'on ne connaît pas bien la pratique, on peut parfois avoir des pratiques de sédation qui ne sont pas reconnues en tant que telles. C'est-à-dire, nous, on a l'impression de soulager le malade, on monte les médicaments et il dort. Et on dit, l'évolution de la maladie fait qu'il dort. Et en fait, on n'a pas appréhendé qu'en fait, comme on n'arrivait pas à le soulager, c'est la iatrogénie qui fait qu'il dort. Et le point important et qu'on a soulevé ici, c'est que quand on ne reconnaît pas la pratique, on n'applique pas les critères de bonne pratique. Et en plus, on ne peut pas répondre aux enquêtes de prévalence, ce qui fait qu'on fausse les chiffres de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a cette partie de formation qui est primordiale pour qu'on puisse aboutir à des chiffres les plus proches. Refaire, elle est assez récente et donc je pense qu'elle est valable pour un petit moment. Mais si la pratique, elle change et qu'on arrive à faire du bon boulot avec ça, peut-être qu'on pourra faire un peu mieux. Bonjour, Marie-Charlotte Bouesseau, je suis membre du Comité consultatif national d'éthique et aussi de l'équipe Atlantes qui travaille en Espagne. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'aurais voulu revenir sur la question importante que vous avez mentionnée de la dimension collégiale du processus de décision. Lorsqu'elle existe, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, avec qui, à quel moment cette décision collégiale ou ces différentes étapes de décision collégiale se passent? Est-ce que vous avez pu repérer des expériences positives qui pourraient servir inspirer éventuellement les processus décisionnels? Alors ici, dans ce travail, on s'est concentré sur ce qui ne marchait pas, les obstacles donc. Et vraiment, ce qui nous a saisi, en fait, c'est l'absence de certains professionnels au moment de la procédure collégiale pouvait amener à de la défiance. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé hier quand j'étais pas là, que j'étais de repos, et je suis pas d'accord.
Donc en fait, on voit que la présence, elle permet un peu d'aller à chacun d'aller donner son avis, de pouvoir en discuter et d'en tirer cette force collective-là. Et on s'éloigne vraiment là de la vérification des critères, qui est un élément important, hein, les critères de la loi. Est-ce qu'on remplit bien les cases pour pouvoir bénéficier d'une sédation, évidemment, mais aussi bien plus loin d'aller discuter un petit peu de ce qu'on est en train de faire. Les questions de hâter la mort qu'on a vu dans le CMO existentiel, c'est dans ce type de procédure qui doit être discuté. On va aussi avoir cette organisation qui va se construire. Donc vraiment, il faut imaginer un petit puzzle avec tous les obstacles que nous, on a lus et qu'on a essayé d'en tirer quelque chose. Mais on n'a pas du coup le procédé idéal de la procédure collégiale. Simplement, vraiment, ces items-là qui doivent être discutés, c'est-à-dire le ressenti personnel des soignants face à la décision qui est prise, leur compréhension de la situation, entendre aussi la compréhension des collègues, parce que ça permet, c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire la convergence des points de vue va faire que, à la fin, la vision, elle est meilleure que le point de vue de chacun pris séparément. Donc il y a cette partie de vérification des critères, cette partie de dépistage des dilemmes éthiques des uns et des autres, et puis ensuite la partie organisationnelle de comment est-ce qu'on va faire pour mener à bien cette... qui fait quoi s'il y a un souci, est-ce qu'anticiper la disponibilité du matériel, la disponibilité des soignants, l'accompagnement de la famille, et donc vraiment tout ça. Un vrai travail assez conséquent. Mais on l'a aperçu par petits morceaux pour l'instant. Voilà, il faudra peut-être aller plus loin. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, C'est pas tout à fait une question, mais vraiment, je trouve votre travail très intéressant. Il me semble surtout sur le plan qualitatif. Et le dernier point que vous soulevez sur justement la procédure collégiale est vraiment très intéressant parce qu'il souligne justement le point de vue des soignants finalement dans ces procédures et comment est-ce que chacun peut donner son avis et être impliqué de façon consciente, cohérente et pas en conflit avec ses propres valeurs. Vous le soulignez bien sur le plan éthique. Et du coup, j'avais une question sur le travail qui a été fait en 2024, justement, par Mathieu Frasca. Est-ce qu'il y avait un volet sur, justement, comment étaient vécues les procédures collégiales dans ce travail? J'ai lu l'article, mais je ne me souviens plus. Oui, alors c'est effectivement intéressant. En fait, c'était un travail très quantitatif, c'est-à-dire la réponse était binaire, oui, non. Donc, je pense qu'on n'a pas été il n'avait pas été dans le détail un petit peu du contenu des procédures. En tout cas, ce qu'on pouvait noter, c'est qu'elles n'étaient pas à 100% dans 100% des situations. On était de mémoire, hein, mais peut-être il faudra revérifier, mais environ une quarantaine de pourcents de procédures en bonne et due forme, bien tracées, documentées comme ça doit l'être. Et notamment dans l'implication du malade dans ces décisions-là était également à un taux très très faible, la participation des aidants. Alors, le plus souvent, c'est parce qu'en fait, c'était des sédations proportionnées qui se faisaient un petit peu au fil de la prise en charge et que les patients finissaient par dormir, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on n'a pas reconnu qu'on est en train de rentrer dans quelque chose d'un petit peu de tout à fait sédatif, et ben on a du mal à appliquer les recommandations de bonne pratique. Donc je pense que c'est vraiment là aussi dans l'éducation, y compris des soignants spécialistes, qu'il faut qu'on avance. Notamment pour pouvoir anticiper, parce qu'on parlait du dilemme éthique des soignants, mais les patients et les familles, elles ont quelque chose à en dire aussi. Et quand on arrive dans cette sédation insidieuse comme ça, eh ben on n'a pas le temps de faire tout ce travail. On a le temps de faire tout ce travail, mais on ne l'a pas anticipé parce que finalement, on ne s'est pas trop rendu compte qu'on rentrait dedans. Donc, je pense que c'est plutôt là-dedans qu'on doit aller. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le temps que vous en mûrissiez une dernière, moi j'ai une question plus méthodologique. C'est vrai que cette méthodologie, je la trouve très intéressante pour évaluer les interventions complexes en santé, alors en santé publique aussi, mais en santé de manière générale. Je me pose toujours la question de à quel point finalement les itérations dans la littérature sont venues modifier la théorie initiale pour arriver à la théorie de moyenne portée. Donc ma question est,
Est-ce que vous avez un exemple d'un des CMO et comment ça a été transformé réellement par cette analyse de la littérature? Alors, il y a le tout premier qui est le CMO clinique où vraiment on était parti sur le besoin de formation parce qu'en fait le besoin de formation c'est la conclusion de 90% des articles en médecine. Voilà. Et en fait vraiment à fur et à mesure d'aller dans le fond des articles, on s'est rendu compte qu'en fait cette formation un peu initiale, comme je disais, la titration, etc. D'une part, il y avait la partie éthique qui manquait et donc on l'a rajoutée. Et le second, en fait, c'est que même les médecins formés et qui n'avaient jamais pratiqué étaient en grande difficulté à initier. Et donc c'est pour ça qu'on est parti vraiment sur ce domaine d'apprentissage plutôt que de formation pour refléter la partie expérientielle, peut-être l'accompagnement des premières mises en œuvre pour pouvoir se sentir légitime à le faire. Donc ça, c'est un des exemples qu'on a eu. Le second, c'était que dans la partie, j'en prends un deuxième qui me passe par la tête, sur la partie souffrance existentielle, on est sur cette partie de perte de sens, perte de relation. On s'était à tort, du coup, concentré à fond sur la famille et sur l'accompagnement des aidants confrontés à cette perte de relation. Et en fait, on voit vraiment dans les itérations, là, pour le coup, quelque chose qu'on n'avait pas vu dans la revue narrative, vraiment, en fait, le ressenti soignant qui était le même et avec les mêmes leviers et les mêmes ressorts. Et donc, on est venu modifier ça comme ça, notamment par rapport aux mécanismes qu'on a retrouvés dans cette partie-là. C'est deux exemples parmi d'autres, mais on a modifié tous les CMO entre la version initiale et la version finale de notre processus. Plus ou moins. Ça, c'est les deux exemples un peu plus importants. Merci. Eh ben, on vous remercie. Merci beaucoup.